Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu le podcast. Si vous êtes un passionné de glisse et d'outdoor ou si vous aimez découvrir des personnes inspirantes, vous êtes au bon endroit. Je suis Mathieu et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir un rider passionnant, multicasquette, Erwan Geoffroy. Erwan a tout d'abord été compétiteur en windsurf, champion du monde junior, champion de France et précurseur en wave riding. Il a ensuite passé 16 ans dans la presse spécialisée, notamment comme rédacteur en chef de Wind Magazine, Kiteboarder Magazine ou Sup Magazine. Il a quitté la presse traditionnelle il y a maintenant 3 ans pour créer une des chaînes leaders sur les sports de glisse sur YouTube, Water Sport Zone. Le regard de Erwan est absolument passionnant sur l'évolution des sports de glisse mais aussi des médias. Un autre fil rouge marque le parcours d'Erwan, le test matos. On est revenu ensemble dessus, notamment comment être objectif versus les conditions, le niveau et les marques qui soutiennent par ailleurs ces médias. J'ai énormément appris sur le sujet. On a conclu l'échange avec le tout dernier défi d'Erwan, la traversée entre Toulon et Calvi en subfoil downwind. Quelques 200 km et plus, propulsés uniquement par les vagues, pour un surf d'une dizaine d'heures entre le continent et la Corse. Erwan nous explique comment il prépare cette première mondiale en foil. Allez, fini l'intro, c'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, la fat interview de Erwan Geoffroy. Salut Erwan, bienvenue sur Mordu. Salut Mathieu. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Alors moi je suis très content de te recevoir sur Mordu pour plusieurs raisons. Tu as un parcours assez hors norme, assez spécial. Je pense qu'on n'a pas reçu encore 2 comme toi ici. Ça va intéresser de nombreux auditeurs. Et par ailleurs, tu es en train de préparer un défi de dingue, une première mondiale dont tu vas nous parler. Mais justement, avant d'aborder tout ça, moi j'aimerais bien savoir comment toi tu te présentes en ce moment. Ah ouais. Alors ça c'est une bonne question. Ça dépend souvent de qui j'ai en face de moi, pour tout dire. Entre youtubeurs, entre start-upers même parfois. Mais avant tout, tu vois, le fil rouge, c'est passionné de sport de glisse, parce que, a priori, on va pas en parler, mais mon parcours, avec les différents rôles que j'ai pu tenir, le fil rouge, c'est ça, c'est la passion, et d'être sur l'eau, et puis de partager, en fait, ce que j'apprends, l'expérience que je vis, et c'est ça. Alors, je sais pas si on peut mettre un nom sur tout ça, mais en tout cas, ouais, le fil rouge de tout ça, c'est la passion. La passion. Comment elle a commencé cette passion ? C'est quoi ton tout premier souvenir de glisse et qu'est-ce que tu as ressenti ? De glisse, je pense que le tout premier souvenir, c'est dans ma famille. J'avais ma marraine, Véronique, qui c'était la planchiste de la famille, qui avait à Carnac à l'époque acheté une planche à voile Magnum. Alors ça date. Et en fait, je sais pas, elle traînait dans le garage à Carnac, dans la maison de mes grands-parents, on allait en vacances. Et moi, j'étais incapable de l'utiliser. Mais je voyais à Carnac les planches à la plage de Saint-Colomban qui s'éclataient. Moi, je suis encore tout petit. Et même si dans ma famille, à part Véronique, mais en vrai que j'ai jamais vu faire de la planche, personne ne pratiquait ou était sensible vraiment à ça. Mais moi, ça m'a sauté aux yeux. Et puis, petit à petit, j'ai eu le droit d'aller au club de voile à Loctudie faire un stage. Après, d'en faire à l'année, j'avais la chance d'habiter près du littoral. Et puis, en Bretagne En Bretagne, ouais. J'aime dire que je suis né et j'ai grandi à La Torche. En vrai, c'est juste à côté, à Pont-l'Abbé. Et voilà. Qui est un beau spot aussi. Ah ouais, ouais, avec une histoire très riche. Parce que ouais, mon enfance, c'était donc Carnac pour les vacances, mais La Torche avec les Coupes du Monde qui ont marqué leur époque pour le windsurf, en 87 notamment, avec des directs à la télé pour les finales dans des vagues énormes. Et moi j'allais alors 87, j'étais encore petit, j'avais 6 ans, mais dans les années 90, après 93, 94, il y a eu des super coupes du monde de windsurf aussi à La Torche où il n'y a pas beaucoup de vent, mais où moi j'allais en vélo après l'école, rencontrer les robinets, Björn Dunkerbeck et tout, et j'avais les étoiles plein les yeux, quoi. Et qu'est-ce qui t'a hooké, tu penses, à cette passion ? C'est la glisse, c'est la vitesse, c'est le contact de l'eau ? Alors après, dans la passion, ouais, je pense que quand on fait du windsurf, ce qui nous accroche, c'est le départ au planning et cette sensation de vitesse
qui est décuplé en réalité. J'ai rencontré des fois des skieurs qui descendent à 100 à l'heure et tout, puis qui hallucinent de planer à 15-20 nœuds de vitesse, tu vois, par rapport aux sensations que ça donne. En windsurf, c'est clairement ça, quoi. Ouais. Après, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du windsurf? Je pense que c'est de faire un truc un peu dur, un peu original, où les gens, quand ils te voient, ils ont les yeux comme ça tout le temps. Et je pense que gamin, moi j'avais les yeux comme ça et ça m'a donné envie d'essayer. Et puis après, plus tard, voilà, la sensation de vitesse, je l'ai connue et j'avais qu'une envie, c'est de la reconnaître. Et aujourd'hui, toujours en fait. Et alors, donc là, c'est enfant. Derrière, tu as fait pas mal de compétitions. En palmarès, pas inintéressant, si tu peux revenir dessus. Puis, Ah ouais, alors là, on va remonter vraiment en arrière parce que c'était. Finalement, j'ai arrêté, entre guillemets, ma carrière de windsurfer il y a plus de 20 ans. J'ai une carrière finalement courte, mais c'était une expérience incroyable de vie d'abord, où tu apprends le windsurf globalement, hein, le kite c'est pareil, ou les sports d'eau, c'est des sports où alors on est encadré, il y a quand même des structures et tout, mais par rapport à d'autres sports, c'est une vraie école de la vie parce que tu as été beaucoup livré quand même à toi-même pour tout organiser, des fois même pour financer. Donc j'ai été soutenu évidemment par ma famille, par les structures, mais je regarde beaucoup d'expériences d'apprentissage de vie. La compète, ouais, il y a eu quelques trucs sympas, mais finalement, c'est pas les résultats que je retiens en fait, c'est l'aventure humaine et ouais, tout ce que. T'as fait ça, que j'ai c'était rencontrées. en quelles années tu étais sur le tour? Donc tu as été, je crois, vice-champion du monde junior et champion de ça c'était champion en de France 99 et champion de France. Alors je l'ai été en senior en 2004. Ah, moi, je croyais que c'était Antoine Albo qui avait toujours gagné. Et non, il a gagné beaucoup Antoine, mais sans doute qu'en 2004, quand j'ai gagné, il n'était pas là. Il devait avoir une Coupe du Monde en même temps. Non, après, je me suis beaucoup, à cette époque-là, hein, parce qu'Antoine, il a fatigué plusieurs générations de coureurs, mais je me suis beaucoup battu avec lui à ce moment-là. En web riding? En course. En race. En racing, ouais. Et après moi j'aimais bien les grosses vagues. Je peux pas dire que j'étais un précurseur, loin de là, mais j'étais dans les personnes qui aimaient les grosses vagues et qui allaient dans les très grosses vagues de l'époque en windsurf. Depuis, ce qui était gros dans les années 2000, aujourd'hui on ressent les images, c'est presque ridicule, hein. Parce que là on arrivait à aller dans des vagues en France on va dire 2 fois la hauteur de mât ou un peu plus, on va dire les 8-10 mètres. Voilà, aujourd'hui, en fait, on voit des trucs, c'est presque ridicule, quoi. Mais bon, voilà, j'étais assez motivé pour faire ce genre de truc, j'étais assez à l'aise là-dedans. Mais il n'y avait pas de compète, de trucs comme ça à l'époque. Et d'ailleurs, je sais pas si j'aurais été vraiment bon, mais en tout cas, c'est un truc que j'aimais beaucoup, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, donc, c'est que tu as eu cette carrière un peu de pro rider, et puis après, tu as switché donc, plusieurs fois. Ça a été quoi après le tour? Qu'est-ce que tu as fait après Et première, non, c'est pas la première parce que en fait des opportunités quand t'es coureur, tu t'en reçois aussi parce qu'il y a un sponsor qui te veut, etc. Mais quand même super opportunité. C'est donc fin 2005 ou début 2006. Le rédacteur en chef de Wind, Gilles Debry, un ancien coureur aussi, qui me contacte et qui me dit Erwan, écoute, j'ai mon responsable des tests qui part en congé de formation pendant 1 an. Il faut que je le remplace, c'est un poste salarié en CDD. Est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, moi, j'étais à un moment de ma, entre guillemets, carrière où, en fait, soit il fallait vraiment que j'accélère et que j'investisse pour passer un cap, notamment sur la Coupe du Monde, et il fallait que je me donne aussi 5 ou 10 ans au minimum, parce que c'est des sports où la maturité, enfin la preuve avec Antoine et d'autres, hein, les mecs avec qui je me battais à l'époque, qui sont restés plus de 10 ans ensuite sur le tour. Et donc soit il fallait que j'y aille vraiment, soit il fallait que je switch, parce que en vrai j'étais pas super à l'aise. J'avais dans ma tête quelque chose qui me disait mais Erwan, c'est un peu une voie de garage où tu gagnes pas ta vie, tu cotises pas pour ta retraite ou je sais pas quoi. Tu vois, j'avais des pensées entre guillemets parasites, et je voyais d'autres autour de moi qui étaient beaucoup plus insouciants et qui du coup étaient sans doute mieux armés pour performer. Et du coup ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit en fait pourquoi pas. Et en fait en gros je vais faire plus ou moins la même chose que ce que je fais déjà, sauf que je serais salarié, payé et tout. Je ferais plus la compète, mais je me disais que j'avais pas forcément, c'était pas important pour moi de continuer la compète. Je me disais pas que j'avais encore tout à prouver, voilà. Donc voilà, j'ai basculé comme ça. Du coup, j'ai appris un peu sur le tas à être journaliste, et je me suis super bien entendu aussi avec Gilles, qui je suis toujours copain. Et en fait, au final, quelques années, je sais plus, peut-être, je suis resté au terme de mon CDD.
Et au bout de 3-4 ans, Gilles a quitté l'entreprise, qui s'appelait à l'époque Nivel Media. Donc moi, j'ai pris la rédaction en chef de Wind. Et après, je sais pas, peut-être encore 1 ou 2 ans après, là, j'ai continué à progresser dans l'entreprise en dirigeant aussi donc Wind, mais aussi Kiteboarder Magazine, Sup Magazine qu'on créait à peu près à ce moment-là. On a eu aussi pendant un moment un magazine de wakeboard qui s'appelait Unleashed France, c'était une licence qu'on avait. Et puis après, plus récemment, on avait créé Wingsurf Magazine. Donc voilà, j'ai fait tout ça en mesurant chaque jour la chance que j'avais de travailler pour ma passion et de continuer aussi à la réaliser parce que dans l'ADN de ces magazines-là, il y avait le test de matériel. Du coup, moi, comme ça faisait partie de mon expertise au départ, je testais tout le matériel. C'est une bonne expertise, ça. Et ouais, non, mais il y a une chance incroyable. Non, mais c'est vrai que moi, c'est un peu comme ça que je t'ai connu, hein, pas par le windsurf, mais finalement par les magazines. Parce qu'en fait, effectivement, à un moment, dans les kiosques, quand tu regardais les différents mags, en fait, rédac chef, à chaque fois, c'était Erwan Geoffroy. Et moi, je me suis dit, mais c'est qui ce gars, là, qui est sur tous les trucs à chaque fois? Moi aussi, je me dis ça, mais c'est qui ce gars? Qui est sur tous les mags que je lis. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi qui m'intéresse, c'est quoi un peu comment t'as vu donc toi, t'es rentré dans la presse, du coup, 2005. T'en es sorti en 2020, à peu près. Ouais, 2022. Ouais. Comment t'as vu le secteur évoluer? Bon, en fait, en vrai, quand je suis rentré, je me suis dit, bon, je vais pourvoir. Enfin, en gros, je me suis donné 5 ans. En vrai, c'était ma première expérience professionnelle. Mais tout de suite, j'ai senti qu'il n'y avait pas une grande confiance dans les perspectives d'avenir. C'était déjà le début de la crise un peu de la presse. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, en y mettant notamment de l'énergie, quelque chose qui ne manquait pas chez Niveal, et dans des niches, on pouvait résister à cette conjoncture de la presse. Parce qu'avec une marque forte et un historique avec des abonnés, etc., en fait, si tu arrives à apporter quand même de la valeur ajoutée, ça tient beaucoup sur la passion que tu as et l'engagement que tu peux mettre dans ton boulot. En fait, ça a résisté beaucoup mieux que ce qu'on imaginait tous. Et là, j'inclus, je pense, les éditeurs aussi. Pour autant, on a tenté des choses avec les applications numériques, avec site internet, etc. Mais au final, ce qui résistait le mieux, ou ce qui a le mieux résisté, c'est la version imprimée avec un modèle économique qui se fragilisait au fur et à mesure, mais qui était quand même établi. Et qui résistait. Après, je te dis ça sur les 16 ans que j'ai passé dans la presse. C'est devenu de plus en plus dur quand même. Enfin, faut pas se cacher. Aujourd'hui, c'est certainement plus difficile, mais ça résistait et ça résiste toujours beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé en rentrant. C'était quoi en termes de volume, si tu peux, t'as des chiffres à nous donner en termes d'où on est parti, jusqu'où on est arrivé, en termes de milliers d'exemplaires? Ouais, c'est difficile de donner des chiffres précis parce que je sais que la presse, en gros, je crois que c'est 10% de baisse par an. Donc tu fais le calcul, enfin les pourcents, plus ça baisse, moins les pourcents ils représentent du chiffre. Au bout de 8 ans, après, il reste plus grand-chose. Mais le secteur, c'est de ce ordre d'idée-là. Et nous, on faisait mieux, on baissait de... Ouais, mais en même temps, je me dis, tu vois... on résistait mieux. Tu résistes mieux. En plus, j'imagine que vous bénéficiez quand même de l'arrivée de sport. Il y a quand même un truc qui a été incroyable sur les 20 ans qu'on a vécu. Moi, je suis comme toi, hein, j'ai commencé par la planche à voile. Alors, on n'a pas le même niveau. Mais on a eu la planche, le kite, le sup, maintenant le wing, à chaque fois avec des engouements et des vrais relais, des gens qui ont envie de s'informer. Tu crées des niches. Donc tu arrives à les développer dans le contexte de baisse. Quand tu crées quelque chose, tu progresses quand même. Et puis après, il faut différencier l'audience qui peut, quand tu as un historique qui peut baisser, mais ça reste toujours un écosystème avec un marché et des marques qui représentent quelque chose et qui proposent toujours des contenus ou une voix qui intéresse des gens, mais aussi des annonceurs. Et du coup, bon an, mal an, en ajustant la ceinture, le trou de ceinture en fait à ta taille, tu t'arrives à te sortir, mais ça repose beaucoup sur la passion et l'engagement des gens qui sont impliqués quand même. En termes de pourcentage sur des magazines comme ça, moi j'ai le sentiment, mais tu vas me dire, j'ai le sentiment que c'est des magazines qui sont énormément achetés
par des débutants et de manière très saisonnelle. J'ai l'impression, j'imagine, vous faites x2 au mois de juillet. Mais est-ce que c'est vrai Alors, c'est en partie vrai. Alors, il faut que je me remette un peu en tête tout ça, parce que ça fait 2 ans que je suis quand même moins dans les magazines. Mais en fait, on avait des rendez-vous forts, et notamment en début de saison, le spécial test, qui était vraiment un rendez-vous où on amenait vraiment de la valeur ajoutée, et qui était connu depuis des années, depuis plus de 20 ans, en fait. Et en fait, les gens, ils savaient que le spécial test sortait en mars, par exemple. Et donc, en mars, c'était la plus grosse vente et le plus gros. Mars, plus grosse vente. Ouais, Ok. spécial test de kite, de windsurf. On l'a jamais fait en wingfoil, c'était plus découpé sur. Parce que en fait, quand le magazine de windsurf est sorti, on va dire le marché avait aussi un petit peu évolué. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le windsurf et le kite, mais les spécial tests sont restés. Les produits ne sortaient plus à un moment donné dans l'année. C'est plus étalé. Donc on n'a jamais réussi à mettre en place le spécial test sur le windsurf. Enfin jamais, le magazine il a que, je sais plus, mes 3 ans d'existence. Mais... Donc ouais, spécial test, gros rendez-vous, forcément de vente et de pub. Et après, effectivement, deuxième plus gros rendez-vous, spécial manœuvre l'été, qui crochait beaucoup de débutants forcément, et qui parfois pouvait frustrer des gens, des habitués, on va dire, qui voyaient presque le même numéro tous les ans à la même période. Et en fait, les magazines, comme mon activité aujourd'hui qui est plus sur YouTube, mais en fait c'est pareil aussi pour un site internet, les gens qui sont le plus demandeurs d'informations, c'est ceux qui savent le moins, forcément. Et donc ceux qui savent le moins, c'est les entrants dans le sport qui ont besoin d'informations pures et dures. Donc quel matos acheter, comment progresser, où aller pratiquer, mais aussi de s'approprier une culture. Donc évidemment, c'est eux les premiers clients de contenu, mais que ce soit magazine ou YouTube ou n'importe quoi, c'est eux les premiers clients de contenu. Alors j'ai envie quand on a préparé là tout à l'heure, je disais Erwan, je vais pas trop t'embêter. En fait, là j'ai une question qui me vient, elle va peut-être t'embêter. Moi, il y a toujours eu un truc dans les tests, dans les magazines, il y a toujours un peu le côté les mecs de toute façon ils peuvent pas trop se mettre à dos le gros fabricant, quoi. Quand on teste le matos de F1, on a reçu Raphaël Salle ici qui parle super bien de ses produits, qui met une passion de dingue, et ses produits sont top, c'est pas le sujet. Et en même temps, on se doute bien que le magazine qui teste le matos F1 ne va pas le défoncer dans les tests. Comment tu gères ça? Parce que ce que je dis, c'est une évidence. Comment tu gères ça? Alors moi, je pourrais tenir le podcast entier là, sur le sujet des tests. Alors pour structurer un peu le truc, les tests, peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme j'ai pu fonctionner chez Win Kiteboarder et puis aujourd'hui sur YouTube. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a enseigné, qu'on m'a appris à travailler, et puis je garde. En fait, pour moi, les tests, ils ont de la valeur que si les gens ont quand même un minimum confiance dans ce qu'on dit et si on raconte pas des bêtises, quoi. Et en même temps, je pense aussi que le journaliste, il doit, ou l'influenceur, il doit rester à sa place, dans le sens où, moi, je me suis toujours dit, mais en fait, je suis qui pour dire ça c'est génial et ça c'est nul. En fait, les gens qui développent le matos sont des experts aussi. La plupart, ils travaillent globalement bien. Ils prennent pas les pratiquants pour des idiots non plus. Et moi, j'ai toujours essayé de respecter ceux qui créent, de pas cacher les choses aux lecteurs, parce que ma place chez Win ou sur YouTube, en fait, je la dois aux lecteurs. Donc, si je suis pas honnête avec eux, ça ne marche pas. Si je perds leur confiance, ça marche pas. Et de trouver toujours le juste milieu là-dedans. Et pour moi, en fait, tout matériel qui arrive sur le marché, il est développé avec une philosophie et pour quelqu'un. Et aujourd'hui, alors, quand les sports arrivent et qu'ils sont tout neufs, ça arrive qu'il y ait des trucs pas bien, quoi. Ça, c'est clair, ça arrive. Mais la plupart du temps, en fait, le matériel est toujours bien pour quelqu'un. Et je pense que le rôle des magazines, enfin globalement des testeurs, c'est justement de flécher les gens vers un certain type de matériel ou un certain type de matériel vers son public. Enfin, pour moi, c'est trop réducteur parce que en fait, on peut aimer des choses différentes. Sans doute que toi, t'aimes des choses que moi, j'aime pas et inversement. Et puis, on a une expérience différente, des spots différents.
Et le matériel, il est toujours adressé à quelqu'un, je pense. Moi, ça m'était arrivé de tester une board à Hawaï. Je suis allé une fois à Hawaï, à Maui. J'étais allé chez Cabrina emprunter une board de surf. Les conditions étaient incroyables. Je suis rentré chez moi, je l'ai acheté direct parce que je me dis, mais elle est ouf, cette planche. Ouais, bah en Normandie, dans un vent tout pourri, elle était moins ouf en fait. Il y a une influence énorme du contexte en fait. Et ça, comment tu fais dans tes tests pour justement ne pas être trop dépendant des conditions? Alors, j'ai une petite idée de ce que tu vas me dire, mais... C'est le process en fait. Tu testes un matériel par rapport à un cahier des charges. Et ma façon de le faire, comme j'ai appris et que j'essaie toujours de faire, c'est de faire du test comparatif avec des choses comparables, avec d'autres produits comparables. En fait, le test, il ne ment jamais, puisque le résultat, il sort de lui-même de la comparaison. Moi, je suis pas un magicien qui va sur l'eau et qui rentre en ayant fait 2 allers-retours en disant ça c'est super ou ça c'est pas super. Ça, pour moi, ça n'existe pas, ça. Parce que justement, le contexte influence trop. Mais en comparant avec des choses comparables, tu as une vérité, mais cette vérité-là, elle est toujours corrélée au contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que quand je t'écoute, quand je te pose cette question, j'imagine que quand tu fais un test, une des règles de base peut être de dire tu testes le matos dans plusieurs conditions et quand tu compares à autre chose, c'est à autre chose qui a été testé dans les mêmes conditions. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu exprimes ou c'est... Ouais, c'est ça que j'exprime. C'est tu compares les choses le même jour dans les mêmes conditions pour voir ce qui sort, mais ça n'empêche pas effectivement de multiplier les jours de test et du coup les conditions différentes. C'est ce que j'essaye le plus possible de faire, par exemple, ce que je faisais déjà dans les magazines, mais aujourd'hui sur ma chaîne, c'est assez rare, ou si c'est le cas, je le dis, que j'ai testé une seule fois en fait le matériel, même en comparant. En fait, la plupart du temps, j'essaye de prendre plusieurs jours, des semaines, souvent même des mois de tests pour avoir du recul, parce que une des choses que j'ai appris aussi avec le temps et ces 20 ans de tests, c'est que des fois quand on va trop vite, on se rend compte après qu'on a raté des choses aussi qui viennent qu'avec le temps, parce que d'autres produits sortent et que c'est bien d'attendre un peu et de comparer à ça, parce que des fois on est un peu excité, parce que on aimerait bien, mais c'est impossible de pas être... c'est impossible d'être complètement neutre face au marketing aussi, et qu'on est toujours un petit peu influencé, et qu'en fin de compte, des fois d'attendre un peu, ça fait retomber, et ça permet d'être plus posé. Voilà. Après, il y a un autre truc que je vais aborder sur les tests, parce que je sais que c'est un sujet de beaucoup de discussions. Alors tu m'excuses, parce que là je fais la question avec la... Ah bah non, mais j'adore, parce que ce sujet du test, il est hyper intéressant. Le fantasme du lien financier. Parce que dans tous les tests magazines, à chaque spécial test qu'on sortait, à chaque fois je voyais... je regardais plus, mais il y avait des discussions sur la plage, sur les forums, sur ici, là... de compter le nombre de pages de pub de telle marque et de regarder les résultats. Mais ça, moi, ça m'a toujours fait rire parce que, en fait, déjà, les testeurs, en fait, la temporalité du test et la temporalité de la pub, en tout cas, au moins dans les magazines, n'est pas la même. C'est-à-dire que les tests, ils sont déjà finis, écrits et tout, quand la commerciale, elle vend les pubs. Donc, en fait, il n'y a pas de... Il y a juste aucun lien, parce que les testeurs, ils sont absolument pas au courant de qui va acheter la pub 3 mois plus tard, quoi. Donc voilà, et après... moi maintenant, en fait, et c'est vrai qu'il y a sans doute un peu plus de liens, parce que déjà j'ai pas séparé, j'ai pas une équipe commerciale et une équipe éditoriale, mais moi le deal que j'ai sur ma chaîne quand je teste du matériel et que parfois je facture, quasiment tout le temps, je facture des frais de production de la vidéo en fait, mais je facture pas le test, mais la production de la vidéo, parce qu'en fait j'ai quand même des coûts puis j'y passe du temps. Mais le deal d'entrée de jeu avec la marque, c'est il n'y a pas de contrôle sur le contenu, il y aura des points forts et des points faibles, et ça faut l'accepter, parce que il faut comprendre que moi ma richesse c'est mon audience, et que je dois à mon audience la transparence, et qu'en plus vous de votre côté, s'il n'y a pas de point faible, et en fait le point fort il n'y a pas de relief, il n'y a pas de valeur, et du coup il faut accepter ça, et c'est pareil pour tout le monde. Donc après soit on joue ou on joue pas, mais voilà. Alors quand je dis ça, et je répète, il faut pas que ce soit contradictoire à ce que je disais tout à l'heure, je respecte quand même les créateurs de matériel, c'est-à-dire que je me sens pas meilleur qu'eux ou plus intelligent, donc j'ai quand même du mal à dire ils ont fait de la merde, je suis désolé pour le gros mot, mais souvent en fait, la plupart du temps ils
ils font des choses bien, mais qui se dirigent plutôt à une personne, une autre, un profil ou un autre, des conditions ou d'autres, quoi. Et comment tu fais pour recommander du matériel à des débutants, à des femmes, à des enfants? Comment tu te mets dans les straps d'un rider qui n'est pas un rider ultra pro comme toi? Et ben, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et en fait, plus le temps passe, en fait, moins t'es débutant toi-même et plus c'est difficile. Et en fait, plus il faut observer plus qu'utiliser ta propre expérience de ride, en fait. Parce que c'est vrai que, pour le coup, en wingfoil, c'était assez facile parce que T'as débuté. voilà. Et en fait, moi, j'ai partagé ce que j'apprenais en débutant. Après, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de windsurf, que je fais toujours, du kite, etc. Et en fait, j'ai redébuté des sports régulièrement. Et du coup, ça garde un peu les pieds sur terre et d'essayer de comprendre en fait quels sont les besoins d'un débutant. Enfin, ça aide. Après, je suis content que les gens me demandent conseils et confiance dans mes conseils. A priori, ils ne sont pas trop déçus des conseils que je donne. Mais j'estime pas non plus avoir la science infuse. Et vraiment, en fait, moi, j'essaie de jamais m'interdire, de toujours penser à observer les débutants, le matériel qu'ils ont, comment ils se débrouillent avec ci, avec ça, écouter les moniteurs qui sont confrontés à tous les jours en fait aux problématiques des débutants. Et même si sur ma chaîne les gens regardent mes vidéos de débutants, en fait, mais les moniteurs ils ont aussi beaucoup de choses à m'apprendre. Et donc je suis attentif à ça. Et après c'est pareil pour les femmes et pour les enfants. Et où là, c'est même à la limite encore plus difficile parce que moi, j'ai jamais débuté en étant une femme ou en étant un enfant. Je sais pas ce que c'est que d'avoir, surtout les problématiques d'enfants. Enfin, j'ai débuté le windsurf, j'étais presque enfant, j'étais ado, mais j'avais pas 9 ans ou 8 ans avec tous les avantages et quelques inconvénients aussi que ça peut apporter, mais voilà, j'essaie d'observer et de synthétiser un peu les informations que je glane et qu'on me donne pour donner les meilleurs conseils. Et puis quand je sais pas, je le dis. Donc on l'a dit, passionné, puis pro-rider, puis testeur, puis rédac chef de plusieurs magazines, et puis il y a 2 ans maintenant, tu as quitté ce milieu de la presse pour une reconversion. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton cheminement, partir quand même néanmoins d'un beau groupe de médias pour aller créer ton propre média sur YouTube? Comment t'es arrivé à ça? Ouais, et écoute, Niveal, super, tu as dit c'est un beau groupe. Moi j'ai énormément de respect pour cette entreprise qui en fait tient sur 2 personnes. Alors, en fait l'entreprise elle a été rachetée et morcelée, mais au moment où je l'ai quitté, c'était le seul groupe de presse spécialisé dans les sports extrêmes et les sports outdoor qui ne faisait que ça. J'ai un respect énorme parce que en fait, beaucoup d'autres entreprises faisaient aussi l'événementiel, etc. pour vivre. Et Niveal, beaucoup de respect. Néanmoins, en fait, moi, après 16 ans, je pense que j'avais fait un peu le tour de la question. J'aurais voulu qu'on développe plus le numérique et notamment qu'on aille plus sur YouTube avec une stratégie d'entreprise. Sans doute, j'ai pas réussi à me faire entendre là-dedans. Et donc voilà, donc en fait, je sais même pas tant que j'ai décidé d'y aller par moi-même, c'est que j'ai d'abord décidé de me séparer de Nivea et de Wind, etc. et de voir ce que j'allais faire ensuite. Mais j'ai pas tellement préparé la suite. Et en fait, comme j'avais déjà commencé YouTube, je me suis fait presque happer par ma chaîne qui commençait à bien tourner et qui répondait clairement à un besoin de l'audience qui débutait le wingfoil, et moi j'avais beaucoup de choses à partager là-dessus parce que j'ai eu la chance d'avoir accès au matériel, à l'apprentissage tout de suite. Et puis ça répondait aussi à un besoin quelque part des annonceurs qui, même s'ils croyaient ou ils croient toujours dans la puissance et l'impact des marques médias comme Wind, Wingsurf, etc. qui représentent quelque chose, et la présence de quelqu'un ou d'une marque, etc. dans des médias avec un historique, ça a vraiment de la valeur, et je pense que ça a toujours de la valeur. Mais ils avaient besoin d'autres choses, peut-être pour toucher une audience plus large, différente, avec des possibilités de faire du contenu aussi de manière différente. Voilà. Et du coup, j'avoue que c'était pas mon plan d'en faire une activité temps plein, mais en fait, elle s'est imposée à moi, ça me plaisait bien.
J'avais un peu peur au début de m'exposer personnellement. C'était pas le plan. En fait, au départ, je m'égare un peu. T'es un peu l'influenceur Wingfoil aujourd'hui. Mais c'était pas le plan. En fait, pour tout te dire, dans ma réflexion de rédac chef, moi, j'ai regardé en fait. En fait, on fait un nouveau projet. Qui je peux trouver, qui a les compétences pour faire, combien ça coûte, etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que par rapport à la richesse que ça allait pouvoir générer, en fait, j'avais pas les moyens de faire appel à quelqu'un d'autre. Et que si on voulait y aller, il fallait que je me mette les mains dans le entre guillemets dans le cambouis. Et ça me faisait un peu peur. Parce que dans un magazine, même si à ton nom, tu voyais mon nom sur les éditos ou je sais pas trop dans les magazines, mais en fait, t'es caché derrière la marque. T'es pas toi personnellement. Moi, je pouvais aller à la plage tranquille, quoi. Et dès que j'ai commencé à aller sur YouTube, là, c'était moi qui étais en avant. Et je sais que les réseaux sociaux, ça peut être violent. Donc j'avais un petit peu peur de ça. Et au final, franchement, c'est que du positif parce que tous les gens que je croise, en fait, ils sont reconnaissants. Et moi, je suis super content de voir les gens en vrai aussi. Et c'est vraiment un côté qui m'a agréablement surpris et qu'aujourd'hui, j'apprécie. Alors un jour, ça va peut-être basculer. Hein. Peut-être que je vais rencontrer les haters. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. La question c'était pourquoi finalement, comment t'es passé de la presse aux médias digital. En fait, t'as accompagné une énorme tendance qui est que aujourd'hui, les médias traditionnels, presse, se font largement déborder en termes de volume, en tout cas, en termes de quantité d'audience, par les youtubeurs, les instagrammeurs. Un Kaileni, il a une audience qui a rien à... toutes les audiences cumulées de tous les médias de la glisse n'arrivent pas à la cheville d'un Kaileni. Et puis, il y a des vidéos, des contenus qui sont ultra viraux. C'est ça qui intéresse aussi les marques pour communiquer. La presse traditionnelle a gardé le côté très statutaire, vu et approuvé par Win Magazine. Ça a de la valeur, clairement. C'est le côté vu à la télé. Voilà. Le jour où tu passes sur le journal TF1, ça pèse. En fait, c'est l'idée que quelqu'un de reconnu par ses pairs et de neutre a le pouvoir de distribuer des bons points ou éventuellement des mauvais points. Chose que dans le milieu de l'influence, entre guillemets de l'influence, là c'est des personnes individuelles qui ont certes de l'audience, mais c'est pas exactement la même chose, c'est pas la même reconnaissance qu'une marque qui... En fait, dans les marques restent, les gens passent. Et en fin de compte, la marque, elle représente quelque chose qui dépasse les personnes. Et en fait, là, l'influence, c'est l'inverse, c'est basé sur des personnes, quoi. Et ça n'a pas la même valeur, même si l'audience, des fois, est plus grande. Alors, c'est quoi un peu... Donc, ta chaîne, si tu peux rappeler le nom pour que ceux qui nous quittent, qui ne te connaissent pas encore, puissent aller voir. Ouais, ma chaîne, c'est Water Sport Zone. Et... voilà, c'est tous les sports une chaîne, tous les sports de glisse avec pas mal de windsurf et wingfoil. Kite, sup, foil et puis wingfoil, où je partage du coup mon expertise. Donc ça peut être, m'expertise, ça fait un peu prétentieux, mais ça peut être des conseils pour progresser, pour choisir des spots et pour choisir son matos. Et au final, j'ai envie de te dire, finalement, c'est le même boulot que ce que je faisais avant. C'est juste la manière de le partager qui est différente. Et en fait, pourquoi je vais sur YouTube et pas sur... je suis aussi sur Instagram, mais pourquoi ça marche pour moi ça marche. C'est pareil, on est toujours le gros et le petit de quelqu'un. Sur YouTube, finalement, dans l'absolu, je suis petit. Dans la niche, ça commence à être respectable, mais tu peux me donner tes chiffres. Donc, c'est quoi un peu ton nombre d'abonnés et c'est quoi le nombre de vues moyennes sur tes vidéos et le cumulé peut-être mensuel pour qu'on se rende compte. Ce qui parle le plus aux gens en général, c'est le nombre d'abonnés. Donc, moi, sur ma chaîne, c'est 30 et quelques mille, je ne sais plus exactement. Pour autant, sur YouTube, c'est pas le chiffre qui me semble le plus représentatif d'une chaîne, parce qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas de compte, donc s'abonnent pas. Et en fait, YouTube, ça cumule un réseau social, donc là, c'est le côté compte, où tout le monde interagit, etc. Mais aussi moteur de recherche. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google, et ça répond aussi à Google. Il y a le côté chaîne de télé avec le rendez-vous, moi, c'est un rendez-vous hebdomadaire le samedi matin, et il y a enfin le côté player, parce que les vidéos peuvent être intégrées sur tous les sites. Donc en fait, YouTube, c'est quand même hyper puissant. Et pour moi, en fait, ce qui représente le mieux une chaîne, c'est ses vues, en fait. Et moi, si on parle de stats, en ce moment, là, c'est une période un peu creuse. C'est un peu plus de 100 000 vues par mois. Ça va être entre 100 et 120 000 vues par mois. Et l'été, entre juin et septembre, c'est plus de 300 000.
Donc c'est une audience qui est dans notre niche et je pense, je sais, il n'y a pas beaucoup d'équivalents, je pense. Ah non, c'est c'est gros. Mais c'est grâce à la recherche aussi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est le moteur de recherche, c'est une puissance phénoménale. YouTube, quand ça commence à marcher, ça peut bien marcher. Comment tu monétises du coup? C'est YouTube qui te paye de la pub, tu fais du brand content entre guillemets, c'est-à-dire tu travailles un peu en partenariat avec des marques. Tu évoquais tout à l'heure les frais de production de vidéos. C'est quoi ton business? Tu arrives à en vivre aujourd'hui? Le business, oui. Ouais, j'en vis. Alors, je fais un peu d'autres choses, conseils en com et marketing un peu à côté. Mais c'est globalement quand même YouTube, ma principale source de revenus pour ma structure. Il y a pas mal de modèles sur YouTube, mais les deux principaux, en tout cas, enfin ceux que moi j'exploite, c'est alors d'une part la monétisation de YouTube. Donc là, le principe, c'est en fait YouTube passe de la pub sur les contenus des créateurs et reverse une commission aux créateurs. Donc là, ça c'est une part des revenus. Et puis l'autre part. Ça représente combien à la vidéo? Ça dépend ça dépend des vues, quoi. Et en fait, c'est assez compliqué d'établir une proportionnalité parce qu'il y a plusieurs types de pubs sur YouTube qui rémunèrent différemment. Et ça, moi, j'ai aucun contrôle. Enfin, si j'ai un contrôle, je peux autoriser ou pas à interrompre la vidéo pour mettre des pubs. Mais par contre, je peux pas choisir, ou en tout cas, ou alors je sais pas le faire, c'est possible aussi. Je peux pas choisir d'avoir que des pubs, alors je saurais même pas te dire le nom, mais que des pubs où il faut cliquer pour avoir un revenu, ou que des pubs qu'il faut regarder 5 secondes avant d'ignorer, ou tout ça. Et en plus, selon le type de pub, si YouTube a une demande de ciblage très précis qu'il y répond, en fait, le taux d'engagement est différent, et du coup, des fois, avec moins de vues, tu vas faire plus de revenus, enfin, tu vas avoir plus de commissions. C'est assez compliqué de modéliser un peu le truc. Mais clairement, moi, au niveau de stats que je fais, ça paye des factures, mais ça suffit pas. Et à côté, j'aimerais bien que ça suffise parce que ça me détacherait complètement de la niche et de l'écosystème de la niche pour être 100% libre. Alors non pas de dire ce que je veux, parce qu'aujourd'hui, je dis ce que je veux, mais plutôt de faire les projets que je veux, quand je veux, sans me poser la question de comment je vais les vendre à un partenaire. Donc là, c'est l'autre côté, c'est des partenariats avec donc principalement les marques de la niche, de matériel, d'équipements autour du matériel, ça peut être aussi voyagistes, ça peut être des destinations, où là, c'est projet par projet, ou des fois package de projet par package de projet, avec toujours la contrainte, en tout cas pour moi, de rester droit dans mes bottes et de jamais trahir mon audience qui est ma plus grande richesse en fait. Parce que si eux ils se sentent trahis, j'ai plus la confiance, tout s'écroule en fait. Donc ça c'est hyper important pour moi. C'est quoi ton contenu number one et c'est quoi le truc où tu as eu le plus de vues et est-ce que tu en as tiré un peu une règle? On l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'accès à la pratique. En fait, ce qui marche le mieux, c'est les contenus les plus basiques possibles pour les débutants. Et tu vois, je pense que la vidéo la plus vue sur ma chaîne, je n'ai pas tout en tête, mais je pense que c'est les 1 ou 2 vidéos de débutants en wingfoil qui sont tombées au bon moment aussi, parce que ma chaîne, si elle s'est développée, c'est que dans toute entreprise ou tout projet, en fait, le timing est hyper important. Moi, je suis arrivé à un moment où il y avait une grosse demande d'informations là-dessus. Et tu vois, les vidéos pour débuter en wing, ça doit être 250 000 vues, un truc comme ça. Et c'est toujours, même si elle a 3 ans ou quelque chose comme ça, c'est toujours les vidéos les plus populaires tous les étés, quoi. Et ça va le rester encore, je pense, parce qu'il y a une inertie là-dedans. Quand YouTube se rend compte qu'une vidéo lui rapporte de l'argent, il la propose. Ouais. Et ce qui est marrant, je trouve, sur tes vidéos, tu vois, j'ai suivi le début, et puis en plus on était déjà en contact, on avait parlé au début de Mordu, c'était assez intéressant, tu étais déjà dans ce projet-là, on avait discuté. Donc j'ai suivi. Ce que j'ai trouvé assez cool aussi, c'est qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on t'a un peu vu débuter en wingfoil. Alors, débutant plus, mais on a aussi vu la progression, quoi. Tu vois, je trouve que c'est ça qui est assez sympa, et je trouve que tu l'as fait un peu sans filtre, quoi. J'ai l'impression qu'on te voit rider comme tu rides, quoi. Non, mais clairement, moi, en fait, quand je débutais, je me disais, moi, j'ai la chance d'avoir accès au matos, j'ai la chance d'avoir accès à des gens incroyables. En fait, il faut que je partage ça, parce que tout le monde n'a pas ma chance, mais si je peux faire gagner du temps aux autres, ça m'éclate, et voilà, j'étais content. Et
Et clairement, j'ai le souvenir, par exemple, le tac, la première vidéo j'ai appris Donc en la faisant. le tac, c'est Le virement de bord. Le virement de bord. Ouais, donc demi-tour face au vent. En wingfoil, j'ai appris à bien faire le tac en faisant le tuto. Et en fait, à chaque fois que j'allais sur l'eau, en plus on filmait, donc j'apprenais aussi, moi en regardant en dérochant, je prenais un peu des notes et tout, et au final, j'ai partagé ce que j'apprenais en temps réel. Et La prochaine fois, je ferai un tuto, moi aussi, ça me fera gagner du temps. Et en plus, j'ai appris, alors je suis toujours pas très bon, mais j'ai appris à faire des vidéos aussi en même temps. Parce que si tu regardes, moi j'ai la honte de regarder mes premières vidéos qui sont les plus vues en fait, mais j'espère que j'ai fait un peu de progrès depuis. Mais clairement, j'étais quand même pas dans mon meilleur savoir-faire d'être devant la caméra au début, tu vois. Bah, toujours pas, hein, mais j'espère qu'il y a quand même un peu d'évolution. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que c'est cool quoi, d'avoir partagé le truc. Et c'est ça qui fait que c'est hyper sincère. Et puis en plus, on se dit que les conseils doivent être quand même pas mal. Parce qu'en fait, quand on voit la progression toi, que tu as eue en 3 ans, tu vois, au début, je me dis, Erwan, moi, je peux aider avec. Bon, là, je me dis, Je stagne, maintenant je stagne, je suis trop vieux. Oui, mais t'es quand même au niveau au top niveau de ce qui se fait, de ce qui se fait en wing. Mais il y a les freestylers qui envoient du plus lourd, mais il y a quand même, on t'a vu progresser en 3 ans, je trouve ça génial. Du coup, on touche la sincérité du truc, c'est top, quoi. Je m'amuse bien, mais même si je suis exposé, je veux dire, il y a des gens qui ont sans doute moins sous les regards des gens qui sont, enfin des spectateurs qui sont, enfin là, le wingfoil, notamment les jeunes et tout, ils ont faire un bond au sport qui est incroyable. Incroyable. Puis c'est engagé, quoi. Les trucs, c'est la science-fiction. Le foil sur la tronche. Ouais. Ah ouais, non, ces trucs, c'est la science-fiction. Mais après, du coup, le dernier truc, c'est le subfoil, notamment en downwind, où du coup, j'étais hyper content aussi de partager ma première session que j'avais fait, encore une fois, avec beaucoup de chance d'être à Hawaï, entouré avec des gens qui savaient et tout. Et Erwan, c'est un pro des médias parce qu'il m'emmène déjà sur le sujet suivant. Je fais les transitions. Il est vraiment trop fort. Mais non, mais c'est parce que c'est la même démarche en fait de partager mes débuts en toute transparence. J'ai galéré. Hein, et moi, du coup, je vais faire un petit focus là-dessus. Hein, donc, tout ce qui est subfoil, downwind subfoil, hein, le principe, c'est d'avoir un sup, un stand-up paddle, d'avoir un foil en dessous et de réussir à surfer des houles en downwind, hein, souvent des vagues qui sont créées par le vent, et on peut faire de la longue distance, voire de la très très longue distance. On va y arriver. Ouais, franchement, c'est incroyable. Genre, ça existe depuis un petit moment quand même, parce que je me rappelle plus la date exacte. Mais il y avait une vidéo qui avait cassé Internet. C'était Kaileni qui, sur le fameux Maliko Run, donc c'est un parcours mythique, d'une 20aine de kilomètres sur le North Shore de Maui, où a commencé le stand-up paddle, au final, où a commencé le stand-up paddle downwind et le downwind foil. En fait, il s'est passé tellement de choses depuis les Kalama, Hamilton, qui a entre guillemets inventé la forme moderne du stand-up. Puis après, Kai avec le subfoil downwind. Et donc cette vidéo, elle doit dater de... je sais plus, mais c'est il y a au moins 6-7 ans. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu. Ouais. Et franchement, c'était game changer, c'était incroyable. Donc ça existe depuis longtemps, mais c'était quand même vraiment réservé à une élite de stand-up paddlers. Moi, je me disais que c'était pas trop pour moi, bien que je faisais déjà du downwind en stand-up paddle et tout, mais bon voilà. Et puis... donc même jusqu'à il y a, on va dire, 2-3 ans, pour moi c'était impossible de faire ça. Puis toujours est-il que l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, j'étais à Maui, où ça commençait à bien décoller, décoller au sens figuré pour le coup. Et finalement le matériel avait évolué, ça devenait un peu plus accessible. Et puis en fait c'était l'équipe de KT, donc la marque aux initiales de Kistibull, qui me dit « Erwan, tu sais, ça prend bien quand même, on aimerait bien que tu essayes, on va voir que tu essayes. » Et je dis bon, ok, ouais, je sais pas. Allez, demain, il y a les bonnes conditions, on a le jet ski, machin et tout, tu vois, tu pourras filmer tout ça. Et puis je dis bon, ok, allez, j'y vais. Et donc, pour faire cette fameuse vidéo où j'ai rien caché, c'est-à-dire mes difficultés, etc. Bon, j'ai vu que c'était un peu dur, j'y suis arrivé, mais c'était un peu dur. Mais là, j'étais bien loin d'imaginer, quand je voyais la débauche physique qu'il fallait mettre, j'étais bien loin d'imaginer qu'on pouvait faire des dizaines ou des centaines de kilomètres. Parce que les bonnes conditions, c'est quand même du vent
relativement fort. Faut que ça blaste pour. Ouais. Enfin, c'est surtout qu'il faut des clapots raides, au moins pour débuter, pour que ça parte facilement en fait. Après, le vent, enfin la clapot, c'est une conséquence du vent, mais des fois, tu peux avoir un vent pas très fort face à un courant, et puis c'est assez favorable. Toi, t'habites dans le sud, donc faut préciser ce que ça veut dire vent pas fort. Non, non, mais même vent pas fort, ça peut être 10-12 nœuds. Ouais. En fait, si le vent importe peu, ce qui importe, c'est le clapot, en fait, la forme des vagues. Et voilà, donc j'ai pas vu tout de suite la capacité à aller loin, parce qu'en fait, au début, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis après, en progressant, tu vois que tu arrives à maîtriser, enfin, tu décolles plus facilement, c'est moins énergivore. Après, même gérer le vol, c'est moins énergivore. Donc, ouais, tu progresses. Et puis, moi, en ce qui me concerne, j'ai aussi vu l'équipe de F1, notamment Jules Chollet, Julien Salle, qui ont fait des parcours incroyables en Méditerranée. Julien, l'année dernière, il a fait de Frontignan à Porquerolles, donc c'est 200 bornes, c'est énorme. L'été dernier, Olivia Piana, en fait, elle a battu le record du monde qu'avait un Australien, qui était de 211 km, je crois. Elle a fait 285 km, le long de la côte au Portugal, de Péniche à Sagres. Et là, moi, avec mes progrès d'un côté, et puis en voyant ça, j'ai réalisé qu'on pouvait faire vraiment des longues distances, et qu'en fait... il y avait un moment, enfin il y avait un cap technique à passer et que derrière, après, si tu as les bonnes conditions, alors faut pas dire que c'est non plus facile, hein, mais ça déroule quand même pas mal, quoi. Mais quand tu t'envoies 200 bornes, donc déjà pour préciser, hein, les deux records dont tu parles, en fait, c'est deux très longues distances, c'est en une journée, hein, donc oui. On parle d'un volume d'une dizaine d'heures. Hein. Ouais. Et du coup, une fois que tu es parti, ces gens-là qui arrivent à faire ces distances, en fait, ils partent une fois qu'ils sont en l'air et que ça vole, ils se mettent 4 heures de suite, ou ils ont quand même où ça repose et il faut ramer. Comment ça se passe? Non, potentiellement, tu peux faire 4 heures de suite. Après, c'est les aléas. En fait, des fois, tu vas poser pour une raison X ou Y parce que tu as fait une erreur, parce que en fait, ça demande beaucoup de concentration. Tu peux poser parce que tu prends un bambou dans le fol, une algue ou un truc qui, voilà, t'es obligé de l'enlever. Mais tu peux aussi, si tu arrives à salomer entre les aléas, tu peux voler 4-5 heures sans t'arrêter. Moi, le plus long parcours que j'ai fait, c'est pour l'instant, à ce stade de ma préparation pour mes défis à venir, c'est un peu moins de 80 km. Donc, 80 km sur ton foil à voler comme ça, incroyable. Moi, je fais à peu près 46 secondes. Mais ça, c'est vraiment mon record absolu, quoi. Non, mais je vais t'avouer que moi, si tu me mets en dog start, je suis pas. Donc dog start, c'est quand tu pars d'un ponton et que tu pompes. Voilà. Là, je suis pas terrible pour ça. Je sais pas, j'ai pas la souplesse déjà pour monter sur la planche. J'y arrive pas tous les coups. Donc, je pense que je tiens pas beaucoup plus que quelques dizaines de secondes. Mais après, en mer, c'est différent parce que, c'est pas le même sport. Il y a beaucoup de pilotage, beaucoup de concentration. Et voilà, et du coup, ça donne envie de se fixer des défis et de se challenger. Le défi qui est dans les tuyaux, vas-y, parle-en-nous. Et ouais, du coup, le défi dans les tuyaux, c'est de tenter en fait de relier le continent, donc en gros Toulon, à la Corse, Calvi, donc le parcours du ferry des vacances. Donc voilà, sans voile, sans moteur, d'une traite, en une journée, et puis d'aller vaincre ce symbole en fait de relier deux territoires, d'aller au large et puis en fait moi pour raconter une histoire, sensibiliser aussi le public, le grand public ou en tout cas le nautisme aux évolutions qui sont de notre temps, des choses qu'on pensait impossibles il y a encore quelques mois ou quelques années qui en fait sont de l'ordre du possible aujourd'hui, et je pense que ça nous ouvre des perspectives pour plein de choses, pour nos activités sportives, mais aussi pour le transport maritime, qui sont colossales. Et moi, j'ai envie de mixer ça, en fait, ce challenge personnel, cette aventure qui est humaine aussi, avec les gens qui m'entourent, qui me soutiennent, qui m'inspirent, et puis les messages que ça peut porter, d'engagement, de gestion du risque et de la sécurité, parce que c'est pas anodin de partir sur des défis comme ça, même ceux qui sont au bord de la côte. Faut faire très très attention avec ça et pas y aller n'importe comment. Faut vraiment respecter les règles de la réglementation d'une part, et aussi le bon sens et le sens marin pour pas se mettre en danger et mettre en danger d'autres personnes
à cause de défis personnels. Mais voilà, il y a des messages à porter et c'est ce qui m'anime en ce moment. Donc tu prévois de faire ça dans quelle fenêtre de temps? Alors là, de tenter la traversée, parce qu'il faut rester modeste, hein, ce serait une tentative. La fenêtre de temps, c'est entre 10 et 15 heures, et au moment des jours les plus longs, donc autour du 21 juin. 21 juin 2024, Voilà. donc très cette prochainement. année. Ouais. C'est quoi les records existants de traversée à la planche, en planche à voile, en kite? Il y a des choses qui ont dû être faites. T'as des repères un peu? Alors, la Corse, il y a eu des traversées. Alors, il y en a une l'année dernière en planche, donc d'un copain à moi qui s'appelle Jean-Christophe Le Gall, qui est de Saint-Cyr-les-Lec, qui est directeur du club de voile de Saint-Cyr-les-Lec, qui a traversé en windfoil. Je sais plus combien de temps il a mis, il a dû mettre une dizaine d'heures. Après, lui, en fait, il avait une trajectoire plus, pas tout à fait grande travers, mais il va pas vent arrière, donc il est parti plus de Saint-Tropez. Et c'était une belle réalisation déjà. Mais après, lui, il n'allait pas pour faire un temps. Enfin, d'ailleurs, moi non plus, je ne vais pas pour faire un temps. Moi, je voudrais juste relier les deux territoires, ce serait déjà pas mal. Et après, je sais que Raphaël Salle l'avait traversé en kite, il y a un bon moment de ça déjà, et qu'il avait complété la traversée. Après, il y a eu pas mal de tentatives, mais qui ont souvent qui n'ont pas été au bout. Parce que c'est pas simple d'avoir les bonnes conditions, en fait, sur l'ensemble de la traversée. Ouais, ça va être ça. Donc, c'est ça ton gros challenge, quoi, ouais. c'est de partir le bon jour. Une des clés, c'est d'avoir les bonnes conditions, quoi. Et l'impact de l'orientation du vent, là, tu disais que la personne qui l'avait fait en vent de travers, c'était une option. Toi, c'était un peu différent. Alors, c'était pas tout à fait vent de travers, c'était assez portant pour lui, mais en fait, une planche à voile ou un kite ou quoi, vent arrière, en fait, c'est pas sa meilleure allure, quoi. Ouais. Alors que en subfoil downwind, vent arrière, en tout cas vague complètement arrière, c'est ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches, ouais. Donc c'est pas la même route. Après, je trouve que, je parle pas de moi en particulier, mais globalement, le subfoil downwind à l'allure vent arrière est très performant. Il n'y a pas beaucoup de supports à voile, même peut-être pas à foil, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui, en partant de Toulon pour arriver à Calvi, vont mettre moins de temps qu'un subfoil dans les bonnes conditions. Parce qu'en fait, les supports à voile, globalement, ils aiment pas trop le vent d'arrière. Enfin, c'est pas là qu'ils sont le plus efficaces, quoi. Ils vont faire beaucoup plus de distance. C'est pas designé pour ça. Ils vont aller plus vite, mais ils vont faire plus de distance, ouais. Et là, donc tu traces. Donc la vitesse moyenne sur ce type de parcours, c'est combien? Après, ça dépend si on inclut les pauses ou pas les pauses, mais en gros, tu fais à peu près du 25 à l'heure, quoi. Donc un peu plus entre 12 et 15 nœuds, quoi. Ouais, ça avance, quoi. Et ça trace quand même pas mal, ouais. Et là, t'es en l'air. Avec les sensations incroyables une liberté de incroyable. foil. Une liberté en fait qui est ressentie parce qu'au final, t'as une liberté de 45 degrés, quoi. Oui, faut continuer d'aller tout droit, quoi. Faut avoiner. Ouais, voilà. Tu peux remonter au vent. Tu peux faire une petite boucle vite fait, mais c'est pas l'idée. Finalement, t'es plus libre de tes trajectoires quand t'as une voile. Mais par contre, la sensation de liberté en subfoil. Et j'imagine, même si c'est carrément, parce que d'autres le font, moi je le fais pas, mais il faudrait que j'essaye. Sans la pagaie, tu vas te partir. Des fois, je mets ma pagaie dans mon sac, comme ça, elle m'embête plus. Mais t'as quand même une sensation de liberté incroyable. Et surtout, en fait, tu réalises un peu le fantasme de la vague sans fin. Tu vois, du surf, où, en fait, en surf, tu cherches la plus longue vague. Tu vois, quand tu rentres de vacances, que tu as été à un endroit où la vague faisait 400 mètres, là à droite, tu vois, c'est le premier truc que tu racontes à tout le monde. Et là, en fait, tu peux faire une vague qui fait, à la limite, finalement, en dehors des conditions, c'est toi, quoi. Olivia, elle a fait 285 km, quoi. T'imagines ? De surf. De surf, mais ouais, de surf. Tu vois, alors c'est sûr qu'elle a pas fait des tubes, hein, mais en attendant, c'est quand même du surf, tu vois. Ouais, il n'y a pas des tubes, par contre, il y a des sensations, elles sont incroyables. C'est pas la même chose que du surf sans foil, mais c'est des sensations... Moi, je dis toujours, pour ceux qui n'ont jamais fait de foil, on a l'impression d'être dans une poudreuse parfaite en snowboard, quoi. C'est une sensation de légèreté qui est exceptionnelle, quoi. Ouais, tu as mix liberté et puis la puissance aussi que te renvoie le foil. En fait, tu vas faire des courbes, alors elles vont être moins marquées que les courbes que tu vas pouvoir faire avec
un rail et des ailerons, mais en fait, ça, c'est des courbes un peu comme les roundhouse cutback, tu vois, que tu fais en surf, large mais hyper puissant, et où tu prends aussi des jets, tu vois, ça en foil, c'est tout le temps, quoi. Donc ça, tu cherches ça quand même un peu dans le foil. Si tu peux le faire durer toute la journée, C'est le kiff. c'est clairement la réalisation d'un fantasme. De quoi tu as besoin pour réussir à faire ce challenge? Est-ce qu'il y a des choses, là, tu es en train de construire le truc? Est-ce que Ouais. il y a, parmi les gens qui écoutent, il y a des coups de main, Ah bah, clairement, alors il y a beaucoup de challenges en parallèle. Donc il y a challenge sportif. Bon, j'essaie d'en faire mon affaire. Avec une préparation technique et physique qui est vraiment pas à laisser au hasard. Après, il y a la logistique qui est importante aussi parce que voilà, il faut arriver en Corse, tu peux pas rentrer tout de suite. Donc il y a le camp de base pour arriver et les soutiens sur place. Sur lequel je travaille encore à l'heure qu'il est. Donc voilà, s'il y a des auditeurs qui ont des solutions, ou qui peuvent proposer des choses, je serais super heureux. Et même d'ailleurs, si j'ai rien à proposer, mais juste pour partager, en fait, moi j'adore rencontrer les gens passionnés, parce que nos sports, en fait, il n'y a que des passionnés. Et en fait, c'est toujours des gens où il y a toujours une richesse dans les passionnés. Tu vois, c'est quelque chose qui me passionne moi-même, en fait, de les histoires des gens qui font les sports de glisse nautique. Il y a toujours des trucs incroyables. Donc voilà, et puis évidemment, quand tu fais des projets comme ça, et notamment quand tu veux les documenter et faire ce que je veux faire, web-série sur ma chaîne et documentaire avec une vue plus large, il y a des coûts incompressibles qui sont importants. Et alors j'ai déjà des partenaires qui me suivent, mais je n'ai pas encore bouclé le budget qui est quand même assez important. Donc je suis toujours aussi ouvert à en discuter. C'est quoi le budget pour un truc comme ça? Alors le budget pour bien faire les choses comme je voudrais, c'est pas le budget seuil pour partir, mais c'est le budget que voilà, c'est tout compris. Là-dedans, il y a aussi des échanges. On parle de quasiment 100 000 euros. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec une période d'attente, donc tu dois bloquer des gens, tu dois bloquer des moyens nautiques. Et pour partir un jour, et au final, en fait, toujours de traverser, ça prend une semaine. Tu sais pas quand cette semaine elle va avoir lieu, mais il faut que quand la météo se présente. T'as quoi comme nombre de personnes qui vont être autour de toi, tu penses? Autour de moi, c'est une dizaine de personnes. Ah ouais. Après, sur l'eau avec moi, c'est pas 10 personnes, mais autour de moi, c'est une dizaine de personnes. Et si tu comptes, déjà sur le bateau, il te faut un pilote, il te faut un navigateur qui puisse échanger un peu les rôles parce que c'est long. Il faut une équipe de captation, donc vidéo, photo, potentiellement réseaux sociaux. Après, il faut que tu aies quelqu'un à la logistique. Potentiellement, si tu veux faire de l'activation, il te faut aussi quelqu'un qui a un savoir-faire dans les médias pour faire attacher presse, quelqu'un qui puisse produire du contenu rapidement. Tu as des gens qui t'aident et que tu as envie d'embarquer avec toi, qui soient là au départ, à l'arrivée. Et voilà, il y a un peu de monde autour. C'est pas juste toi et ta pagaie, quoi. Non, ça pourrait. Oui, mais c'est aussi plus beau quand tu partages. Ah bah ouais. Non, et du coup, en même temps, c'est chacun a son job, mais c'est comme dans tous les événements, parce qu'au final, c'est un événement. Enfin, pour les gens qui ont déjà travaillé dans l'événementiel, ce que tu retiens à la fin, c'est t'as produit quelque chose, super, mais t'as aussi vécu quelque chose. Et tout seul, c'est bien, mais c'est mieux partagé quand même. Écoute, en tout cas, c'est un super projet. J'espère que quand tu auras réussi, même si c'est juste une tentative, ce serait super intéressant que tu nous débriefes au micro. En tout cas, on va suivre. On arrive à la fin de cet épisode. J'aime bien terminer le podcast par une dernière question sur un prochain invité. J'aime bien demander à mes invités qui ils aimeraient écouter lors d'un prochain épisode de Mordu. Quelqu'un qui t'inspire dans les milieux de la glisse et outdoor et que tu m'invites à rencontrer. C'est une bonne question. J'ai plein de gens qui m'inspirent. J'aurais envie de te dire quelqu'un qui n'a pas l'exposition qu'il mérite. Je pense à Bruno André, qui est un développeur de matériel, qui a fait un travail énorme sur le foil, justement, en windsurf, en subfoil. C'est lui qui m'a mis la première fois sur un foil en 2010. À l'époque, il faisait déjà du subfoil. C'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration, parce qu'en plus, il ride toujours à fond, il a eu des problèmes de santé, il a un rein qui a été greffé, enfin, voilà, et qui
qui a vraiment eu un impact énorme, je pense, sur le sport et le foil, mais qui n'a pas forcément la reconnaissance qu'il mérite. Je sais que, sans vouloir parler à sa place, que finalement, le fait que Kyle Henny fasse une vidéo de subfoil et prenne beaucoup d'expositions, je ne sais pas s'il en a souffert, mais en tout cas, les gens ont retenu Kyle Henny, mais en fait, Bruno, il faisait pas mal de ces choses-là avant, et voilà. C'est vrai que je suis toujours content quand il peut s'exprimer aussi là-dessus et partager tout ce qu'il a défriché et toute son expérience. On va rentrer Bruno dans la database des invités à venir et on le contractera de ta part. Merci beaucoup Erwan, c'était canon et puis on a hâte de te suivre dans ta traversée pour la Corse et puis on invite tout le monde à suivre ta chaîne YouTube qui est très très cool. Salut! Merci beaucoup Mathieu, salut à tous et puis longue vie à Mordu que je ne veux pas que venir parler mais j'écoute aussi beaucoup et j'apprécie beaucoup le contenu et le regard aussi plus posé et extérieur sur nos sports et donc bravo aussi à ce que tu fais, merci pour tout. Merci chef, ciao. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce moment avec Erwan. On lui souhaite tout le meilleur pour son défi entre Toulon et Calvi. C'est désormais officiel et ce sera fin juin 24. On va suivre ça de très près. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode autour de vous pour faire connaître le défi et soutenir Erwan. Si vous aimez cet épisode, je vous invite à écouter ou réécouter un autre épisode d'un passionné de glisse et de médias, celui de Jonathan Politour, le fondateur de Riding Zone. C'est le Tendance Ride numéro 10, on s'était régalé. Pour la suite, vous connaissez la règle. Likez cet épisode et Mordu sur vos apps d'écoute. C'est ce qui nous permet de continuer. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et pour le reste, j'espère que la prochaine session est pour très bientôt. Les podcasts, c'est cool. La glisse, c'est encore mieux. À très vite les Mordus.